Bonjour, bienvenue à cette webconférence et séance de questions-réponses sur les études de premier cycle en foresterie, génie du bois, géographie, environnement, développement durable et tourisme. Donc, je me présente, Véronique Audet, je suis responsable de la promotion et de l'information sur les études à la faculté. Je suis en compagnie de ma collègue. Oui, bonjour. Geneviève Poirier, je suis conseillère à la gestion des études à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique et plus précisément, je suis responsable d'accompagner les étudiantes et étudiants qui sont en géographie, en développement durable, en tourisme et au cycle supérieur là, dans certains programmes également. Merci Geneviève. Moi, je vais faire la présentation. Geneviève va répondre aux questions dans le chat. Donc, vous pouvez poser des questions par écrit tout au long de la présentation. Puis, à la fin, complètement, nous allons prendre aussi des questions de vive voix. Donc, comme je disais, on a quand même plusieurs programmes au premier cycle. Donc, on va vous présenter l'ensemble des programmes sauf la géomatique qui a lieu dans une autre webconférence cette semaine. Donc, on a des programmes qui mènent à la profession d'ingénieur forestier, dont entre autres aménagement, environnement forestier, opération forestière, qui est de type coopératif, donc avec des stages obligatoires. On a génie du bois, qui est également coopératif, environnement naturel et aménagé, la géographie et le développement durable du territoire. Et on a également des certificats qui peuvent être suivis à distance ou en classe en géographie, en développement durable et en tourisme durable. On va commencer par le grand domaine de la foresterie, du génie du bois et de l'environnement. Donc, le bac en aménagement environnement forestier forme des spécialistes de la planification et de la gestion de la forêt. Donc, au Québec, c'est le seul qui peut signer un plan d'aménagement forestier. Il va être spécialiste de l'écosystème forestier, des inventaires, de la cartographie. C'est un peu un médecin de la forêt, en fait. Ça pose des diagnostics sylvicoles. Donc, c'est quoi j'ai dans ma forêt, c'est quoi l'état de santé, et il va émettre des prescriptions sylvicoles. Qu'est-ce que je vais faire avec ma forêt? Pour la récolter, mais s'assurer en fait qu'il va toujours se régénérer avec le temps et s'assurer du renouvellement de la forêt. Donc, ça va planifier également les traitements à faire à la forêt et l'utilisation multiressources de la forêt. Donc, de concilier aussi les autres usages, la coupe forestière, bien sûr, mais la villégiature, aussi la conservation. Donc, c'est vraiment, on apprend l'ensemble de l'écosystème, les sols, l'hydrologie, les arbres, les plantes, l'aménagement faune-forêt également. On va avoir, il va y avoir des cours aussi sur la protection des feux, des insectes et des maladies, et aussi sur l'impact des écosystèmes. Donc, je vous ai mis, là, on ne voit pas très bien, mais c'est un cheminement type, c'est disponible sur le site web. Donc, pour vous donner une idée un peu du cheminement sur 4 ans de cette formation. Donc, dès le premier été, on peut être en stage. Il y a de la formation pratique dès le premier été et même dès la première session. À tous les vendredis, il y a une formation pratique en dendrométrie pour apprendre les instruments de mesure des arbres. Et puis, au deuxième été aussi, possibilité de faire un stage, mais aussi 2 formations terrain. Donc, on met en application toutes les connaissances qui sont vues pendant la formation. Vers la fin de la formation, plus on avance dans la formation, plus il y a des travaux pratiques et des travaux en équipe qui sont plus longs et qui nous apportent vers la réalité du marché du travail. L'autre option, c'est le baccalauréat coopératif en opération forestière. Donc, va être plus axé vers les activités de récolte, de transport du bois, de construction des chemins en forêt. Donc, c'est les yeux sur le terrain, c'est eux qui peuvent aussi appliquer la réglementation environnementale lors des activités de récolte. C'est un ingénieur, donc il va optimiser les procédés, les systèmes, les techniques, améliorer les façons de faire, intégrer toute la technologie qui existe maintenant aujourd'hui, comme les GPS. Donc, tout le suivi en temps réel là, des travaux sur le terrain. Et il va vérifier aussi que tout est respecté. Par exemple, lors de la construction des chemins, il y a plusieurs normes à respecter pour protéger l'habitat du poisson, la qualité de l'eau aussi. Donc, toutes les normes doivent être appliquées sur le terrain. Donc, en fait, dans les 2 programmes, c'est celui qui va faire le plus de terrain sur le marché du travail.
Mais en général, l'ingénieur forestier fait environ 20% de travail sur le terrain. Les deux formations sont de 4 ans, donc toutes les bacs en génie au Québec sont d'une durée de 4 ans. Puis ceux qui arrivent de la technique en foresterie ont le droit à une entente d'ECBAC qui permet de faire normalement le parcours en 3 ans. Il y a possibilité aussi de faire 3 stages rémunérés qui peuvent nous permettre d'aller chercher de 10 000 à 15 000 par stage. Ils sont optionnels en aménagement et obligatoires en opération forestière. Mais la plupart des étudiants vont faire leur stage parce que pour être membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers, on doit faire 32 semaines de stage sous la supervision d'un ingénieur forestier et toutes les semaines de stage qu'on fait pendant le bac peuvent compter auprès de l'Ordre. On a également un laboratoire pratique qui est la forêt Montmorency, donc notre forêt d'enseignement et de recherche, et possibilité d'étudier une session à l'étranger ou deux avec le profil international. On a des destinations au Costa Rica, en Suède, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en République tchèque et en Colombie-Britannique. C'est un échange que nous avons avec l'Université de la Colombie-Britannique. En opération forestière, je vous ai mis aussi, vous avez le droit d'aller voir le cheminement type. Étant donné que c'est coopératif, ça implique une session de cours, ça implique des sessions de cours l'été, une en fait, parce que quand c'est coopératif, il faut avoir au moins un stage qui se déroule à l'automne ou à l'hiver. Dans ce cas-ci, en opération forestière, ça va être à l'hiver de la troisième année. Donc, ça implique une session de cours à l'été suivant. Donc, c'est vraiment en alternance. Puis, il y a possibilité de même de faire un stage 4, donc d'aller jusqu'à 4 stages rémunérés. Ça permet de voir différents milieux de travail pendant toute la formation. Les principales différences, je vous ai mis les cours qui sont différents entre les deux formations. Donc, en aménagement, il va y avoir plus de cours en écologie, en sol forestier, sur l'aménagement écosystémique des forêts, sur l'environnement forestier, sur la foresterie autochtone, sur la sylviculture. Et en opération forestière, on va être plus sur les opérations terrain, donc l'opération forestière numérique, l'intégration des technologies, les mécaniques, la géotechnique des sols, comprendre la mécanique appliquée au génie forestier. On gère de la machinerie aussi, des entrepreneurs qui font les travaux sur le terrain. Donc, c'est un gestionnaire autant au niveau de la main-d'œuvre, au niveau du budget et au niveau du respect des normes environnementales. Donc, beaucoup de cours sur l'organisation du travail forestier, sur l'évaluation forestière, sur la construction des chemins. Ici, on a un petit tableau de l'Ordre des ingénieurs forestiers. Où sont-ils, les ingénieurs forestiers? La majorité sont dans la fonction publique parce que 90% de la forêt au Québec est publique, donc appartient à l'État, aux Québécois. Donc, c'est géré par le ministère des Forêts. Puis, depuis le nouveau régime forestier, la planification de l'aménagement forestier est gérée par le ministère. Donc, ça implique beaucoup d'embauches là, pour les ingénieurs forestiers. Il y a également l'industrie, évidemment, 13%. Les organismes parapublics, on peut penser à la CEPAC, à la Fédération des pourvoiries, à l'Association des motoneigistes même, qui ont un ingénieur forestier. Donc, eux, c'est de négocier des ententes avec le ministère, de voir les plans d'aménagement, comment on peut les adapter pour répondre aux besoins de leur clientèle. Par exemple, à la CEPAC, ça peut être la beauté des paysages, le succès de chasse, de pêche, etc. En forêt privée, c'est de l'aménagement à plus petite échelle. Donc, ça va être des groupements forestiers, agences de mise en valeur des forêts privées. Donc, c'est tout le sud du Québec davantage. Au niveau, il y a aussi la pratique privée. Donc, on peut partir notre propre firme de consultants, avoir différents mandats. Et puis, il y en a évidemment qui sont enseignants, donc les enseignants à l'université, au cégep, ou des étudiants qui sont rendus à la maîtrise ou au doctorat. On a la répartition par région. Donc, il y a environ 1900 ingénieurs forestiers au Québec. On en a quand même beaucoup dans la région de la capitale nationale. Ça s'explique parce que le siège social du ministère des Forêts est à Québec. Il y a aussi la plus grande concentration de chercheurs en foresterie au Canada qui est dans la région de la capitale nationale. Donc, ils sont aussi ingénieurs forestiers, des firmes de consultants aussi. Mais sinon, ça se répartit là, un peu dans toutes les régions du Québec. Et puis, c'est intéressant de noter qu'il y a 25% de femmes parmi tous les membres actifs. Là. C'est un pourcentage qui augmente sans cesse. Puis même dans la formation aussi, on peut avoir de 25 à 30% de filles là, dans la formation.
On a un petit document qui s'appelle Les 100 visages de la foresterie. Si vous voulez aller le voir sur le web, il est disponible. C'est 100 témoignages de 100 diplômés en foresterie qui travaillent dans plein de domaines, qui expliquent pourquoi ils ont choisi la foresterie. Donc, c'est vraiment intéressant à consulter si on veut en apprendre plus sur les possibilités de carrière, puis sur ce que fait un ingénieur forestier. Donc, on voit vraiment une grande diversité d'options. Parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a aussi la foresterie urbaine qui est appliquée au génie forestier. Donc, il y en a qui travaillent pour les villes à Montréal, à Québec, pour les municipalités. On a également le bac coopératif en génie du bois. Donc là, on est plus au niveau de la transformation du matériau bois. Qu'est-ce qu'on fait avec notre arbre une fois qu'il est récolté? Quelle matière on peut développer? Donc, on a tout le volet industrie-usine, mais on a aussi tout le volet construction en bois. Donc, c'est un ingénieur qui connaît toutes les propriétés de la matière, l'anatomie, la chimie, la physique. On touche vraiment à presque toutes les sciences là, dans cette formation de génie. Donc, on va aller travailler l'optimisation, la conception de nouveaux produits. On va toucher au génie industriel, au développement de marché, au développement de produits et tous les calculs de structure de charpente en bois. Donc, ceux qui s'intéressent, par exemple, au côté architecture, génie civil, à la beauté du bois, c'est vraiment un programme qui peut être intéressant. Puis, on va même toucher à la chimie verte et au bioraffinage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les résidus du bois? Faire de la bioénergie, par exemple, faire des trucs qui ont des propriétés contre le cancer. Donc, le bois, là, c'est à plusieurs sauces. C'est également une formation de 4 ans, c'est coopératif également, donc 3 stages obligatoires avec un qui se déroule l'automne ou l'hiver. Et vous avez accès au Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. C'est un des importants centres de recherche en génie du bois au Canada. Vous avez accès aussi à tous les équipements qui sont là. Vu que c'est des petits groupes aussi, il y a beaucoup de formations pratiques dans ce bac-là. C'est vraiment très intéressant. Puis, ce qui est différent des autres, c'est qu'il y a accès aux deux ordres professionnels, à l'Ordre des ingénieurs du Québec et à l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Mais c'est sûr qu'un ingénieur du bois ne va pas aller faire des plans d'aménagement forestier. Là, on fait les tâches dans lesquelles on se sent compétent, mais il peut accéder aux deux autres. On a encore une fois le cheminement type, donc des cours dès la première session en génie du bois et des cours aussi avec les autres génies. Donc, comme mathématiques de l'ingénieur ou dessin pour ingénieur. Et on voit que eux autres aussi, c'est un stage à l'hiver, à la troisième année. On a également un bac en environnement. Donc, un bac qui est fait en collaboration avec la Faculté de sciences et génie, le département de biologie. Ça forme des professionnels de la conservation, de la gestion durable des écosystèmes, harmoniser tous les aspects socio-économiques et environnementaux ensemble. Ça va être multidisciplinaire, mais aussi très appliqué parce que c'est un bac en sciences appliquées. Donc, ce n'est pas un bac en sciences pures. Dans ce cas-ci, c'est 3 ans la formation et on a 6 grands domaines dans lesquels on peut choisir des cours optionnels. Une des forces de l'Université Laval en environnement, c'est qu'on a le centre d'études nordiques. Donc, on peut étudier tout le Grand Nord, l'influence des changements climatiques. On a aussi la faculté de foresterie, donc on peut apprendre beaucoup de choses sur les écosystèmes forestiers et tout le volet de la biologie qui est offert en sciences et génie. Et on peut aller chercher des cours en agriculture. Il y a 2 stages possibles dans cette formation-là et un stage interculturel et international où on peut aller chercher de 3 à 4 000 pour ça. Et également le profil international. Donc, le profil international, on l'a dans toutes nos formations. Puis, le bureau international donne 4 500 par session aux étudiants qui font le profil. Donc, on a encore le cheminement pour environnement. Donc, on voit 2 stages possibles à l'été aussi et beaucoup de cours obligatoires, donc quelques cours à option qu'on peut choisir. On a aussi accès à la plus grande forêt d'enseignement et de recherche universitaire au monde. C'est 412 km².
Donc, c'est très intéressant pour les cours terrain. Et on voit que au département des sciences du bois de la forêt, il y a 34 professeurs. C'est un des plus importants départements de foresterie au Canada et autant des professeurs en foresterie qu'en environnement et qu'en génie du bois. Donc, on va passer au domaine de la géographie, du développement durable et du tourisme. Ça ne veut pas changer. Donc, le baccalauréat en développement durable du territoire, qui est quand même assez récent. Je pense qu'on a la troisième cohorte qui est diplômée. Donc, on va former des professionnels qui vont mettre en œuvre des stratégies de développement durable dans les organisations, en aménagement du territoire également. On a 6 cours intégrateurs dans la formation qui permettent l'application des connaissances. On a une grande diversité d'expertise de professeurs dans différentes sphères du développement durable et possibilité de faire un stage en développement durable dans la formation et encore une fois, le profil international qui est offert. Et dans les cours optionnels, on peut aller chercher des cours sur l'urbanisme, sur l'agriculture, la foresterie, les ressources naturelles, la gestion des organisations, en administration, par exemple. On voit le cheminement. Donc, on voit les cours intégrateurs qui sont encerclés en vert. Donc, ça, c'est des cours vraiment réservés à la cohorte du bac en développement durable. Dans la formation, développement durable, ça touche à plusieurs sphères. Donc, les étudiants ont des cours dans plusieurs facultés différentes. Donc, ça permet de rejoindre juste le groupe là, du bac dans les cours intégrateurs et de mettre en application ce qui a été vu dans les autres cours qui sont dans d'autres facultés parfois et avec d'autres étudiants. Donc, des cours autant en administration, en sociologie, en politique, en droit, en géographie et sur l'évaluation environnementale. Donc, ça forme un professionnel vraiment habilité à aménager durablement le territoire et à mettre en place aussi des stratégies de développement durable dans les grandes organisations ou les moyennes organisations. Donc, comme j'ai dit, le milieu municipal et les municipalités régionales de comté sont des employeurs potentiels pour être aménagistes. Les milieux gouvernementaux, en fait, chaque ministère a un officier en développement durable dans son organisation, doit mettre en place des stratégies de développement durable au sein du ministère. Il y a les firmes de consultants aussi, toute l'évaluation environnementale. Il y a beaucoup d'organismes environnementaux qui peuvent engager nos diplômés. Donc, c'est vraiment, c'est plus les titres qu'on voit, c'est conseiller en développement durable. Même dans les cégeps, il y en a qui ont des conseillers en développement durable. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités différentes dans plusieurs organisations. Donc là, je vous en présente quelques-unes. Donc, ça, c'était pour la MRC de la Côte de Beaupré, conseiller en développement durable pour intégrer le développement durable dans le schéma d'aménagement et de développement sur l'ensemble du territoire. On avait un chargé de projet en mobilité durable, donc tout le transport durable et même dans un centre hospitalier universitaire, un agent de planification de développement durable pour intégrer le développement durable au sein de tout le réseau des CHU de Québec. Donc, par exemple, diminuer les déchets. Mais le développement durable, c'est aussi favoriser le bien-être des employés, tout en optimisant là, l'aspect économique, la bonne gestion des dépenses aussi. Puis c'est vraiment quelqu'un qui peut être rassembleur aussi, qui va réussir à descendre sur le terrain toutes les pratiques qu'on veut mettre en place en développement durable dans l'organisation, puis de convaincre les employés de l'adopter aussi. Il y a même c'est ça, l'Association de la construction du Québec qui cherche un conseiller en développement durable. Encore une fois, c'est pour tu sais, transmettre les bonnes pratiques aux membres de l'Association de la construction, favoriser le recyclage, d'adopter des bonnes pratiques environnementales dans le milieu de la construction. Donc, c'est vraiment rendu dans plein d'organisations. General Mills aussi engageait un conseiller en développement durable. Donc là, on va aller vers le bac en géographie. Donc, c'est un bac de 3 crédits également. Donc, les 2 derniers bacs que j'ai présentés
Euh, le préalable, c'est d'avoir un deck. Dans les bacs en foresterie, ben là, il faut avoir des préalables de sciences pour pouvoir intégrer, tout comme le bac en environnement naturel et aménagé. Il faut savoir qu'à l'Université Laval, on offre les cours compensateurs de sciences si les étudiants ne les ont pas fait au cégep. C'est possible de les faire à l'université lors d'une première session. On peut intégrer des cours de sciences à travers le cheminement aussi. L'important, c'est d'avoir ces préalables de secondaire 5 en maths et en physique. Mais ce n'est pas le cas en géographie ni en développement durable qui ne nécessite pas de préalable scientifique. Donc, il y a également le profil international. On a des super belles destinations en Nouvelle-Calédonie, en France, en Roumanie, en Suisse. Donc, ça, on ne le décide pas dès le début. C'est vraiment une fois qu'on est rentré dans le programme, là, la gestion des études va nous informer à quel moment c'est le meilleur moment pour envisager ça puis en parler à notre conseiller ou conseillère à la gestion des études. Parce que les cours que vous faites à l'étranger sont crédités dans votre bac, donc il faut partir au bon moment là, pour les cours. On a plusieurs concentrations en géographie. La géographie, souvent les gens se demandent qu'est-ce qu'on fait avec un bac en géographie, mais on peut toucher à l'aménagement du territoire québécois, donc travailler dans les villes, par exemple, dans les municipalités, faire un schéma d'aménagement, un plan d'urbanisme. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On a la concentration sur la géographie des espaces mondiaux, c'est ceux qui s'intéressent à tous les aspects, les enjeux de l'international, la géographie humaine et historique. On a également une concentration en tourisme. On offre le certificat en tourisme durable, donc ça permet de suivre plusieurs cours en tourisme durable. On a aussi une concentration en environnement naturel. Donc, ceux qui s'intéressent à l'environnement, qui arrivent de sciences humaines, ben, c'est une super belle option de faire le bac en géographie puis de prendre la concentration en environnement. Puis ça nous ouvre plein de portes du marché du travail pour des postes en environnement. Donc, il y a beaucoup de cours terrain dans le bac en géographie. Et sciences de l'information géographique, c'est toute la cartographie numérique, toutes les technologies qui sont utilisées maintenant pour cartographier le territoire. Donc, comme je disais, la formation pratique est très présente en géographie. Il y a 2 semaines complètes de terrain à la première et à la deuxième année. Donc, ça permet d'aller voir la composition de la terre, la géomorphologie, les plantes, des milieux humides. Donc, c'est vraiment très intéressant, puis très concret aussi pour les étudiants. Il y a possibilité de faire aussi un voyage d'études en géographie. Puis, je pense qu'ils vont partir au Maroc cette année, possiblement. Euh, et puis, les stages, on peut faire jusqu'à 2 stages dans le bac en géographie. Il y en a un obligatoire même, le stage de fin d'études, et un stage optionnel aussi qu'on peut ajouter à la session d'été. Donc, c'est ça que je parlais un peu. L'activité de fin d'études, c'est qu'on a le choix de prendre le projet de fin d'études ou le stage de fin d'études. Donc, on peut choisir entre les deux, soit s'initier à la recherche ou soit faire une expérience concrète sur le marché du travail. Donc, je vous ai mis également le cheminement type pour les gens en géographie qui commençaient à l'automne 2025, là. C'est sûr qu'on va refaire celui pour l'automne 2026 là, cette année. Excusez, c'est un peu enrhumé, donc il faut que je tousse à certains moments. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de cours options dans le bac en géographie, là, et que presque les 2 dernières années, c'est rempli de cours options. Puis, on a une grande diversité de cours options qu'on l'a vu dans les différentes concentrations. On a beaucoup de professeurs spécialisés dans différents domaines. C'est ce qui fait la force de notre bac en géographie puis de notre département. Donc, les cours terrain, c'est initiation sciences géographiques. Puis, l'autre, c'est terrain laboratoire en géographie. Donc, on a le plus important département de géographie au Québec, le plus de professeurs, 25 membres du corps professoral, autant des profs spécialisés en développement durable, en changement climatique, que sur des questions politiques de la géographie, là. C'est vraiment une très grande force. Ici, on a des exemples d'employeurs. Donc,
les villes, les associations touristiques, les conseils de bassin versant. On voit aussi, tu sais, le géographe, il ne s'appelle pas géographe sur le marché du travail, fait qu'on ne le voit pas, mais c'est plein de titres différents qui peuvent être donnés à des gens en géographie. Donc, chargé de projet en gestion des ressources naturelles, aménagiste du territoire, chargé de projet en transport durable, démographe, cartographe. Il y a même des spécialistes sur les noms aussi, des noms des éléments naturels à la commission de toponymie. Donc, c'est assez varié les endroits où on peut travailler avec un bac en géographie. Il y a à peu près la moitié des étudiants qui passent au cycle supérieur, donc vous avez accès à plusieurs maîtrises différentes, autant en géographie, en action climatique, en environnement. Euh, donc, ça permet d'aller se spécialiser si on veut ou en aménagement du territoire. Dans ce domaine-là, on a aussi fait un petit document, les 50 usages de la géographie. Je vous en présente quelques-uns. Il y a Victor Olivier Bois qui était au comité ZIP Saguenay, Charlevoix, donc un chargé de projet. C'est plus sur l'aspect hydrique, l'aspect de l'eau, toutes les questions environnementales sur les usages du fleuve Saint-Laurent. Donc, Emmanuel Boucher, lui, est au Conseil de l'Arctique, secrétaire qui est responsable là, du groupe en développement durable, donc au ministère des Relations internationales. Maintenant, il est au Conseil de l'Arctique, là. Donc spécialisé dans toutes les questions de l'Arctique, de la géopolitique, donc très d'actualité en ce moment. Anne-Marie Girard-Cloutier, qui est conseillère en gestion du territoire et changement climatique au ministère de l'Environnement. Et donc, on le voit, là, c'est dans toutes sortes de ministères que le géographe peut se retrouver. Et Marie-Pierre Veillette, qui est conseillère en planification des transports à la Ville de Québec, qui était avant à l'Autorité régionale de transport métropolitain, donc à Montréal, donc maintenant rendu à Québec. Donc là, on a touché au transport, l'aménagement du territoire, on a aux questions géopolitiques. Donc, il y a des diplômés partout. C'est vraiment impressionnant de consulter les 50 usages de la géographie, là. Ça permet vraiment d'avoir un portrait global des possibilités d'emploi. William, lui, il est chez Desjardins Assurance. Donc, qui aurait pensé qu'un géographe travaillait chez Desjardins? Donc, lui, il est conseiller principal en risque climatique. Il aide les actuaires pour modéliser les risques de changement climatique, les risques d'inondation. Ben, dans le fond, l'actuaire, lui, pour avoir les coûts d'assurance, ben, il doit se fier aussi à la science. Donc, William va lui fournir les risques associés à nos changements climatiques pour établir les coûts d'assurance par l'actuaire. Hmm. Maintenant, on passe à nos certificats, qui sont des formations courtes d'1 an, qui peuvent être suivies entièrement à distance si on le souhaite. Donc, ça va toucher autant à l'économie, à la société, à l'environnement. Le certificat en développement durable a des cours dans plusieurs facultés, comme le bac en développement durable aussi. Possibilité de faire un stage en développement durable. Et puis, on a jusqu'à 4 ans pour compléter là, un certificat. Donc, on peut faire juste un cours par session ou deux si on le souhaite. Puis, on a de l'admission à toutes les sessions. Tandis que dans les bacs, là, c'est vraiment la session d'automne ou d'hiver. Le certificat en géographie, également, il y a 3 cours obligatoires, puis on choisit 7 cours optionnels. Euh, et dans le bac, après ça, après le certificat en géographie, on pourrait décider d'intégrer le bac en géographie puis se faire créditer les cours ou faire un bac multidisciplinaire puis joindre 3 certificats différents ou 2 certificats avec une formation complémentaire. Donc, quelqu'un qui peut étudier uniquement à distance, ben, il pourrait faire même un bac multidisciplinaire entièrement à distance. On a aussi le certificat en tourisme durable. Comme on disait, on a une bonne spécialité dans ce domaine-là. Possibilité de faire un stage en tourisme ou un projet d'intégration en tourisme. On va toucher à la gestion touristique, à la géographie, au patrimoine, au développement durable, au marketing touristique. Donc, ça permet vraiment d'avoir des connaissances sur comment intégrer le tourisme durable dans les différents projets. Sur notre YouTube aussi, c'est possible d'aller voir des témoignages vidéo de diplômés. Puis aussi, on va mettre accessibles les anciennes webconférences qu'on offre. Donc, vous pouvez aller explorer un peu toutes nos vidéos qu'on offre.
On a aussi une conseillère du service de développement professionnel qui est rattachée à notre faculté. Elle est là pour aider les étudiants, par exemple, dans la rédaction du CV, correction de la lettre de présentation, préparation à l'entrevue. C'est vraiment une belle ressource. Chaque année, on a plus de 200 étudiants de notre faculté qui sont en stage. Puis aussi, elle est là pour vous aider pour trouver un emploi à la suite de votre diplomation. Il existe des bourses et aides financières possibles pour les candidats internationaux. Il y a les bourses citoyens et citoyennes du monde. Il y a le volet excellence pour les notes, le volet engagement pour ceux qui sont impliqués dans leur communauté au niveau sportif, artistique, environnemental. Il y a plusieurs catégories là, d'engagement. Et les bourses d'exemption des droits de scolarité supplémentaires, c'est plus au doctorat, mais il y en existe là, pour certains pays. Pour les Québécois, on a plusieurs bourses d'admission de 3 000 pour les cégepiens. C'est des bourses d'admission automatiques là, selon les meilleurs cotères. L'université offre aussi les bourses de leadership et d'engagement. Donc, vous pouvez aller chercher de 6 000 à 8 000 si vous êtes super impliqué dans votre cégep ou ailleurs dans la société. N'hésitez pas à appliquer sur ces bourses-là. Je pense que c'est encore ouvert là, jusqu'au 13 mars, si je ne me trompe pas. Donc, ceux qui ont déposé, les Québécois, une demande d'admission, vous pouvez appliquer à ces bourses-là. Donc, ça vous permet, pour un bac de 3 ans, d'aller chercher quand même un 2 000 par année. Et on a des bourses de précarité financière en foresterie, bourse Fontaine en foresterie pour ceux qui font une réorientation de carrière, donc qui changent complètement de domaine pour venir en foresterie. Et puis, c'est possible de travailler pendant les études aussi. On peut travailler à temps partiel. Il y a plusieurs postes sur le campus. Il y a des profs aussi qui engagent des auxiliaires d'enseignement et de recherche. Donc, vous pouvez travailler, même pour les professeurs aussi l'été en stage, puis continuer à temps partiel avec eux. Hein. Pendant la session, il y a des auxiliaires d'enseignement qui sont engagés aussi pour corriger les examens, surveiller des examens aussi, assister un professeur quand vous avez déjà fait ce cours-là. Donc, il y a plusieurs possibilités d'aller chercher un revenu là, en dehors des études. Donc, on voit la vue aérienne du campus, puis on voit aussi la pointe de la ville de Québec. Là, on voit que c'est assez vert, là, la ville de Québec. Toutes les arbres, là, c'est un paysage d'automne, là, mais le campus universitaire, c'est un mini quartier en soi. Nous, on est où la petite flèche, là, le secrétariat des études est là, au pavillon Abitibi-Price, qui est d'ailleurs le plus vieux pavillon sur le campus universitaire. Et on a le pavillon Kruger juste à côté. Et on voit le stade là, de football. Puis vous avez 3 résidences aussi sur le campus. Donc tout se fait à pied. Tout peut se faire aussi dans les corridors souterrains. Donc tout est relié par des corridors souterrains. S'il fait trop froid, comme en fin de semaine, on peut passer par là si on ne veut pas sortir dehors. Mais on a quand même un profil d'étudiant qui aime ça, passer par l'extérieur pour changer de pavillon. Donc, on voit des images de nos pavillons, les grandes portes en chêne, ça c'est le plus vieux pavillon du campus. Sinon, on a le pavillon Kruger qui est construit tout en structure de bois, c'est magnifique. Il y a plein d'étudiants de d'autres facultés qui viennent étudier dans notre pavillon parce que c'est beau, c'est chaleureux, les plantes sont magnifiques aussi. Donc, une très belle ambiance dans cette petite faculté. Sur le campus, on disait qu'il y avait des résidences. Donc, il y a 4 résidences, en fait. Il y en a 3 mixtes, puis une de femmes seulement. Donc, celles qui sont mixtes, c'est un étage femme, un étage homme. Puis, c'est des chambres, en fait. Mais ils sont en train de construire 2 nouvelles résidences sur le campus. Une résidence réservée aux communautés autochtones, qui va être accessible aussi pour les gens qui vont au cégep. Et puis, une résidence qui va être sous forme d'appartement. Donc, un concept différent d'avoir juste la chambre. Donc, il va y avoir des studios, des 1,5, 2,5, 3,5. Là, c'est en train de se construire. Donc, ça va être prêt là, plus vers 2026-2027, à mon avis. Donc, à suivre. Donc, ceux qui sont au Québec, qui voudraient venir voir ces installations-là, rencontrer des étudiants, on va avoir des visites sur mesure en géographie développement durable, puis des visites spécifiques aussi à foresterie et environnement.
et une visite spécifique à Génie-du-Bois et on a des visites en géomatique. Donc, il y a plein de visites, une à 11 heures et une à 13h30. Le 7 février prochain, il va y avoir également des kiosques d'information. Le bureau des bourses va être là, le registraire, on peut déposer une demande d'admission même sur place si on veut. On peut visiter les résidences, donc c'est une belle façon de venir voir concrètement là, ce qu'on a à offrir sur le campus universitaire. Donc, on va passer à la séance de questions. Je vais arrêter le partage et on va aussi débloquer les micros. Est-ce que tu as eu plusieurs questions, Geneviève, dans la conversation? Non, pas pour l'instant. Ah, là, il y en a une. Veux-tu que je la lise, Véronique? Oui. Il y a une question là, qui vient d'apparaître dans le chat. Avez-vous des cas d'étudiants français qui, après leur baccalauréat, sont repartis travailler ou continuer leurs études en France? Oui, on en a eu plusieurs. On en a eu, par exemple, en foresterie, des étudiants qui travaillent maintenant à l'Office national des forêts en France. Il y a une entente entre le Québec et la France qui permet de reconnaître le titre d'ingénieur forestier en France. Donc, il faut devenir membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers au Québec avant, puis ensuite faire reconnaître le titre là, à la Commission des titres d'ingénieur en France. Les ententes sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec, là, mais même sur notre site web aussi, sur le site de la faculté, on a mis les liens des ententes. Donc oui, c'est possible. Il y en a qui ont travaillé quelques années au Québec, puis il y en a qui sont retournés après ça en France, travailler là-bas. Il y a une deuxième question. Bonjour, pour le bac en environnement naturel et aménagé, y a-t-il des cours, pardon, y a-t-il des cours qui peuvent être crédités? Là, c'est parce que les questions rentrent. Ben, c'est ça. Pour le bac en environnement naturel et aménagé, y a-t-il des cours qui peuvent être crédités si j'ai complété ma technique de bioécologie? Oui, tout à fait. Il y a une entente de passerelle qui existe. Vous pouvez aller la consulter sur le site web de l'université. Donc, si vous tapez DECBac Passerelle Université Laval, vous allez tomber sur le moteur de recherche. Vous sélectionnez votre bac qui vous intéresse et la technique. Le seul préalable, c'est le maths NYA, le calcul différentiel qu'on peut suivre à la première session. Mais de mémoire, je pense qu'il y a 18 crédits là, de reconnus. Puis je sais que la direction de programme regardait pour voir si tu es capable d'en reconnaître encore plus. La prochaine question, je me demandais avec quelle facilité puis-je faire reconnaître le titre d'ingénieur forestier dans d'autres provinces canadiennes? Ben, toutes nos formations sont accréditées par le Bureau canadien d'agrément de foresterie, donc reconnu partout au Canada. La formation est possible. Après ça, si on veut aller, par exemple, dans une autre province, ben, il faut être membre dans les autres provinces, c'est pas un ordre professionnel, c'est une association souvent de forestiers. Donc, faut accéder à cette association-là avec certains critères, mais la formation de base permet de travailler partout au Canada. Je vais Donc, on passer à en la a des question. diplômés qui sont en Colombie-Britannique maintenant, là, qui travaillent comme ingénieurs forestiers là-bas. Professionnels forestiers qu'on appelle en Colombie-Britannique. La prochaine question, excuse-moi, Véronique. Oui. J'ai une question concernant l'entente DECBac en environnement naturel et aménagé. Est-ce que le bac dure tout de même 3 ans? En fait, il y a pas un deck back en environnement, ben pas avec environnement naturel, c'est une passerelle. Là. Ben, deck back, ça veut dire qu'on sauve une année où on crédite plus de 24 crédits, puis une passerelle, c'est moins de 24 crédits. Donc, le bac, ben, c'est possible de le faire en 2 ans et demi, là, mais ça va dépendre. Là, va falloir voir avec le conseiller à la gestion des études si votre technique, c'est bioécologie. Là. Ça dépend. Là. Si votre entente. Bioécologie, je sais qu'il y en a quand même plusieurs crédits, 18, je pense. Mais s'il y a juste 9 crédits, ça ne permet pas de sauver une session complète. Donc, oui, ça peut durer 3 ans avec des sessions allégées. Ou dans le cas de bioécologie, là, ça pourrait aller à 2 ans et demi, mais ça va être à valider avec le conseiller à la gestion des études lors de l'inscription. Ensuite, quels sont les critères d'obtention de bourse et d'aide financière pour un étudiant étranger?
Ben, ça dépend des sortes de bourses, là. Il y a des bourses d'excellence avec les quotaires, puis il y a des bourses d'engagement, comme on parlait. Donc, là, les notes, c'est pas nécessairement ça qu'ils regardent. Ça va être plus ben, oui, ils vont regarder le dossier scolaire, mais ils vont regarder aussi là, l'implication, l'engagement étudiant. Fait que chaque bourse est différente. Il faut vraiment aller voir les critères sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière. Est-ce que Geneviève t'avait mis le lien? Oui, Oui, parfait. c'est fait. Donc, est-ce que pour les étrangers, ils peuvent avoir des bourses en géographie? Il n'y en a pas beaucoup là, de bourses d'études en géographie. Ben, il y a les bourses citoyens, citoyennes du monde que tous les candidats ont accès, là, le volet engagement. Donc, c'est une des plus importantes qui permet d'avoir des bourses en géographie. C'est important d'aller voir. Ben, on peut faire une recherche par programme aussi sur le site du BBAF. Là, il y a un moteur de recherche avec toutes les bourses. Puis des fois, c'est des bourses d'organismes externes, pas juste des bourses de l'Université Laval. Donc, vous pouvez appliquer aussi avec d'autres organismes donateurs. Donc, ça, c'est un formidable moteur de recherche qui permet de voir tout ça, mais il faut respecter les dates limites pour appliquer aussi, bien regarder les critères, puis ce qu'il faut joindre à notre dossier. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, je pense qu'il y a quelque chose. Oui, je pense qu'il y a Oui, une question qui vient d'apparaître. Bon, super, merci pour les informations pour la passerelle. Je suis présentement en technique d'aménagement cinégétique et halieutique au Cégep de Bécomo. Je vais communiquer avec la direction pour voir s'il serait possible de l'effectuer en 2 ans et demi. oui. Je vais mettre l'adresse conseil. Donc, pour ce programme, c'est conseil trait d'union SBF à commercial ffgg.laval.ca. Donc, quand c'est des questions spécifiques comme ça pour le cheminement, puis si vous avez ensuite des questions plus générales, je vais laisser Geneviève inscrire l'adresse courriel. Après ça, je vais vous laisser une autre adresse courriel. Si c'est plus général, ça ne concerne pas votre cheminement spécifique, là, vous pouvez les envoyer à moi sur l'adresse info à commercial ffgg.ulaval.ca. On peut prendre Aussi. aussi des questions de vive voix, là, s'il y en a qui veulent. Ben, les questions d'ordre général, on peut les envoyer plus à info@ffgg.laval.ca. Puis moi, je vais pouvoir rediriger à la bonne personne selon votre question. L'adresse études cycle 1, ben, ça va être plus si vous avez des questions sur votre inscription, sur votre admission, mais si c'est plus sur les carrières ou sur le programme, ou, vous pouvez écrire à info sans problème. Est-ce Ouais, que je c'est viens de les corriger. écoles? Est-ce que c'est l'école qui aide les étudiants à trouver les stages? Oui, on a, ben, ça dépend dans quel domaine, là. Mais en foresterie, les stages coopératifs, par exemple, on a la conseillère en stage que je vous disais, qui est là pour aider les étudiants. On a un service de développement professionnel. Il y a des milliers d'offres de stages qui sont affichées en ligne sur le module du service de développement professionnel. Les étudiants appliquent directement en ligne sur ce site-là, puis le lien se fait automatiquement avec les employeurs. Donc, oui, en génie du bois, c'est un programme coopératif. Donc, les étudiants qui sont dans le programme coopératif doivent faire des stages obligatoires, donc sont suivis de près avec la conseillère en stage. Donc, il y a beaucoup de stages qui sont affichés pour nos étudiants, peu importe coopératif ou pas, là. En géographie, c'est un peu différent. Ça va être un chargé de cours, ben, un chargé d'enseignement qui est responsable du cours stage, qui va accompagner les étudiants dans le stage, mais les étudiants, peu importe le domaine, ont toujours accès à toute la banque de stages qui se trouve sur le site du service de développement professionnel. À chaque semaine, on peut s'inscrire aussi à des alertes emploi et stage. Une fois qu'on est inscrit à l'Université Laval, on peut, à chaque semaine, faire son profil, puis, par exemple, recevoir toutes les offres d'emploi ou de stage en environnement et développement durable, en foresterie. On peut catégoriser notre alerte emploi.
Fait que ça permet de voir un peu c'est quoi le marché du travail, quel genre de stages apparaissent, puis à mieux nous préparer par la suite. Ça peut même nous aider à faire notre choix de cours dans nos cours optionnels, là, selon ce que le marché du travail demande. Mais on va peut-être aller chercher des cours qui nous permettent d'avoir ces compétences-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, mais je vais vous remercier d'avoir été là Ah, aujourd'hui. Ah, on a une autre question? oui. Si j'hésite entre les baccalauréats en développement durable et géographie, quelles sont les caractéristiques qui les différencient? Donc, en développement durable, on va toucher aux trois sphères, environnement, économie, société. On va être là pour développer des grandes stratégies de développement durable, comment mettre en place des meilleures pratiques au sein des organisations. Donc, ça va être plus stratégique, politique. C'est sûr qu'il y a des cours similaires comme aménagement durable du territoire ou urbanisme, mais ça va être vraiment plus axé sur les stratégies de développement durable. Puis en géographie, ben là, on va toucher à plusieurs sphères de la géographie, autant la géographie humaine que la géographie physique et environnementale. Je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de terrain dans le bac en géographie aussi, avec les 2 semaines complètes de terrain. Mais ça permet de toucher à d'autres aspects. Puis si quelqu'un qui aime le côté environnemental va peut-être le toucher encore plus en géographie de façon appliquée et concrète avec des cours de géomorphologie, de changement climatique, de climatologie, puis les inventaires terrain aussi que vous apprenez sur les cours terrain. Mais on peut déposer une demande d'admission dans les deux puis choisir un peu plus tard aussi, là. Il y a Si une je autre suis dans une question. autre province pour la session automne 2026, Ah, c'est est-ce pour parler possible de fort. prendre des cours à distance et temps partiel sans le besoin minimal de présentiel pour le cours en génie aménagement forestier? C'est sûr que dans le bac en aménagement forestier, il n'y a pas tant de cours à distance, donc ça va être plus pour vous avancer dans des cours optionnels qui sont offerts à distance. Oui, c'est possible de prendre à temps partiel peut-être 2 cours par session, puis là, ça va vous permettre de vous alléger vos sessions quand vous allez revenir en présentiel à temps plein. Donc, oui, c'est possible, mais ça ne va pas nécessairement réduire le parcours parce que dans les cours obligatoires, ils sont pas mal tous en présentiel, mais il y en a quand même à distance qui vont être contributoires à votre cheminement. Il faut juste informer le conseiller à gestion des études lors de l'inscription pour mentionner ce fait-là que vous ne voulez pas faire le cheminement tout de suite à temps plein en présentiel, puis que vous voudriez le faire. Fait que c'est possible. Euh, pour les examens, ben, il va falloir trouver un surveillant d'examen dans l'autre province. Donc, sur le site de la formation à distance, c'est bien écrit qui peut être un surveillant d'examen, là. Ça peut être dans une bibliothèque, ça peut être un prof d'une institution d'enseignement. Mais dans les cours à distance, il y a toujours quand même 1 ou 2 examens en présentiel. Donc, quand on est à plus de 100 km d'un centre d'examen, il faut trouver un surveillant d'examen. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc, merci beaucoup. Puis si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à m'écrire à info@ffgg.ulaval.ca ou à venir nous voir aux portes ouvertes le 7 février prochain pour ceux et celles qui sont au Québec. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Merci.